et si c'était une maladie génétique. Alors, c'est pas si simple que ça, la génétique, hein. Caroline, d'emblée, va vous expliquer un peu les bases pour pouvoir comprendre la suite. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que l'unité du vivant, c'est la cellule, c'est-à-dire que notre corps humain est constitué de plusieurs trilliards de cellules. Donc des trilliards, ça paraît beaucoup, mais effectivement, c'est plusieurs milliers de milliards de cellules. Et c'est finalement au fond de chacune de nos cellules qu'est renfermé notre patrimoine génétique. Alors notre patrimoine génétique, c'est communément ce qu'on appelle l'ADN. Cette molécule d'ADN, en fait, elle est compactée et il y a plusieurs échelles de résolution, plusieurs façons de la voir. Ici, vous voyez que cet ADN est compacté sous forme de ce qu'on appelle des structures en forme de bâtonnets ici, un petit peu comme des petits micados à deux bâtonnets qu'on appelle un chromosome. Et si on déroulait le chromosome pour regarder encore plus finement, de façon plus petite, on découvre finalement la molécule d'ADN c'est la molécule d'ADN qui va composer les gènes. Donc les gènes sont représentés sur le chromosome. Et il y a une façon bien plus schématique de comprendre cela, et c'est important de comprendre cela pour la suite du topo, parce qu'on va vous expliquer que ce n'est pas la même façon d'étudier des chromosomes que d'étudier des gènes, alors que finalement tout ça c'est notre patrimoine génétique, puisque donc on est à une échelle de résolution différente. Donc globalement, on va dire que l'ensemble de nos chromosomes, donc l'ensemble de notre patrimoine génétique est situé dans une grande bibliothèque remplie de plusieurs livres, et les gènes sont finalement les chapitres, si vous voulez, qui composent ces différents livres. Et quand on parle de mutation ou d'anomalie dans les gènes, on parle réellement comme si c'était une faute d'orthographe qui survient dans une phrase, qui fait que du coup, la lecture de cette phrase, la lecture de ce gène est complètement interrompue et on ne peut plus comprendre la suite du chapitre. Voilà, donc l'image, elle est vraiment là. Alors, les maladies génétiques, donc c'est une altération du génome humain. Pour répondre à Monsieur Lobel, en fait, elles font partie des maladies rares. Maladies rares, maladies orphelines, en fait, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est des termes qui sont quasi équivalents. Il y a une définition très précise, c'est que leur fréquence est inférieure à 1 sur 2000. Et pour répondre aussi à Monsieur Lobel dans l'autre sens, en fait, 80% des maladies rares sont d'origine génétique, hein. Donc, c'est un gros poids dans le cadre des maladies rares, des maladies orphelines. La grosse spécificité de la génétique aussi, hein, c'est que nous, dans nos consultations, nous ne nous intéressons pas qu'au patient, hein, mais également à toute sa famille, en termes de diagnostic, de prévention, de conseil. Et également, notion très importante, c'est qu'une maladie génétique, c'est pas forcément hérité. Ça peut arriver accidentellement chez quelqu'un pour la première fois. Et c'est très important donc, de comprendre ces deux échelles, hein, comme l'a expliqué Caroline. Donc, quand on fait des examens derrière un problème supposé génétique, en gros, il y a l'échelle du chromosome, hein, c'est vraiment l'échelle grossière, et puis l'échelle du gène. Voilà, encore un petit peu dit autrement, hein, on est un petit peu lourde avec ça, mais même nos étudiants en médecine, hein, ils ont un peu de mal. On se met à hurler quand ils nous disent qu'il faut un cariotype pour chercher la mucoviscidose. Hein, donc la trisomie 21, je vais y revenir, par exemple, ça se cherche par un cariotype, hein, c'est l'échelle du chromosome. Par contre, quand vous suspectez une mucoviscidose, hein, une maladie génétique, anomalie d'un gène, c'est de la génétique moléculaire. Donc voilà la photo d'un karyotype, hein, l'analyse des chromosomes. C'est dans une cellule, hein, vraiment la photo des chromosomes qu'on a par paire, hein, 23 paires de chromosomes, 22 paires plus la paire sexuelle. Là, vous voyez, là c'est un garçon, hein, Y et X. Et donc ils sont rangés par convention, hein, c'est de la nomenclature, ça du plus grand jusqu'au plus petit. Voilà. Et donc, quand vous parlez de trisomie 21, hein, ce qu'on appelait autrefois, et c'est vraiment un terme que j'aime pas du tout, hein, le mongolisme, donc c'est le fait d'avoir 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Alors maintenant, on a des techniques d'exploration beaucoup plus poussées. Vous avez peut-être entendu parler de puces à ADN, hein, ce que les anglo-saxons appellent la CGHRE, Comparative Genomic Hybridization. En fait, c'est un peu comme un karyotype moléculaire, hein, qui va beaucoup plus loin
et qui nous permet de voir des micro-remaniements, cette fois-ci des anomalies de la structure du chromosome qui sont beaucoup plus petites que ce qu'on voyait avant. Vous voyez là, donc, par exemple, un bout en plus, un bout en moins sur une partie seulement du chromosome. Et ce n'est pas 3 chromosomes au lieu de 2. Et puis on arrive en fait, Monsieur Lobel a commencé à en parler un petit peu, aux techniques de séquençage haut débit, c'est-à-dire séquençage de tout le génome. Alors, on n'est pas encore au film Gattaca, mais petit à petit, ces techniques arrivent dans notre pratique. C'est encore aujourd'hui de la recherche en termes de pratique vis-à-vis de nos malades, mais on est en train d'y arriver. Donc, effectivement, c'est un vrai boom, une vraie révolution technologique en génétique. Pour vous illustrer les choses en images, assez simplement, c'est que jusqu'à présent, les études de gènes étaient assez ciblées. Un gène, puis un autre, et on testait comme ça des gènes d'intérêt. Donc c'est un petit peu comme si jusqu'à présent, on était capable d'étudier les gènes les uns après les autres. C'est du coup des techniques qui sont très longues, parce que souvent, étudier un gène, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et du coup, si ce gène était normal, on testait un autre gène, et ça reprenait du temps. Et à chaque fois, c'était un processus qui était quand même relativement long et coûteux. Donc un petit peu comme si on était capable de faire le portrait d'un seul gène. Et maintenant, la révolution, c'est vraiment la photo de groupe. C'est le groupe de gènes, c'est-à-dire qu'on est capable de voir non seulement notre gène d'intérêt, mais également, finalement, d'autres gènes, voire tout le génome même. C'est aujourd'hui techniquement possible, ce qui peut poser des problèmes, on en rediscutera peut-être, notamment éthiques, parce qu'effectivement, sur cette photo, il y a le gène d'intérêt, mais il y a aussi d'autres gènes de prédisposition potentiellement connus pour donner d'autres risques, d'autres maladies. Est-ce qu'on a envie de rechercher ces risques de maladies-là ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'il y a moyen de prévenir ces risques ? Et puis surtout, il y a tout ce qui est le gris, tout ce qui est encore grisé, c'est-à-dire tout ce qui est flou pour nous, tout ce qui est de l'ordre des gènes peu ou pas connus, pour lesquels les données sont encore beaucoup trop limitées pour qu'on puisse en tout cas préciser des risques et revenir vers le patient et dire telle variation dans tel gène, qu'est-ce que ça donne ? Donc effectivement, c'est pas si simple. Vous voyez que depuis les petits pois de Mendel, qui sont là, en 1865, il y a eu quand même un certain nombre de progrès. En gros, on peut dire qu'il y a eu l'ère prémoléculaire, avec quand même une découverte importante par l'équipe de Monsieur Lejeune, Turpin, Jacobs, et donc Marthe Gauthier, qui n'est pas sur ce schéma, mais qui est aussi quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance, en 1959. Et puis, donc, petit à petit, les techniques moléculaires, et donc on arrive au séquençage du génome humain et aux analyses pangénomiques. Le séquençage au débit, c'est l'ère génomique. Mais je vous rassure, les généticiens ne réduisent pas l'individu à ses gènes. On sait bien qu'à mutation égale, à gène égal, les personnes ne vont pas exprimer une maladie de la même façon parce qu'il y a l'environnement, parce qu'il y a tout un tas de choses qui interviennent. Alors, si on est un peu caricatural, on peut dire que toutes les maladies sont génétiques, sauf que la grippe, c'est sûr, là, il y a une grosse part d'environnement, mais vous n'êtes pas tous sensibles de la même façon au virus de la grippe. Et puis, à l'autre extrémité, il y a des maladies pour lesquelles la génétique a vraiment le poids le plus important. Bon, c'est sûr que si on a un gène anormal qui donne une hémophilie ou une mucoviscidose, là, l'environnement a son rôle aussi, bien sûr, mais est certainement moins important. Et puis, il y a des maladies multifactorielles un peu intermédiaires, comme le diabète. Tout le monde connaît des familles où il y a plusieurs cas de diabète. Donc, en termes de génétique, on parle souvent de maladies mendéliennes, la référence au petit pois de Mendel. Et donc, ce sont ces maladies dues à une altération de l'ADN nucléaire. Alors là, on rentre un tout petit peu dans la technique, mais pas beaucoup. Il y a plusieurs modes de transmission. C'est important quand même de connaître les grands modes de transmission, les maladies dominantes, récessives et liées à l'X. Donc pour faire simple, une maladie dominante, il suffit d'avoir un gène malade pour être malade. On a tous nos gènes en double. Donc vous voyez, si on appelle petit a, par exemple, le gène malade de ce parent, le papa par exemple, la maman qui est grand A qui n'a pas la maladie, eh bien vous voyez que 2 fois sur 4, 1 fois sur 2, l'enfant va hériter de la mutation, avec une expression variable, souvent. On va en reparler avec le cancer, avec Caroline, là, juste après.
Donc on a souvent ces arbres généalogiques avec une transmission de génération en génération, ce que nous on appelle une transmission verticale, et notamment des transmissions père-fils. Ça ne peut pas être autre chose en fait qu'une maladie dominante autosomique. Il y a un exemple, par exemple, c'est la maladie, vous savez, de Mimi Mati. Elle a une achondroplasie. Alors, je ne sais pas si ses parents avaient une achondroplasie. Souvent, les personnes qui ont cette petite taille, vous savez, une achondroplasie, en fait, c'est survenu par mutation, de novo. C'est-à-dire ils ont ça pour la première fois. Par contre, ils peuvent le transmettre après, une fois sur deux. Et donc, ce sont des enfants qui, à âge égal, petit à petit, donc, ont des membres très courts par rapport au tronc. Donc, je vous ai mis à chaque fois un enfant ordinaire et un enfant atteint, et puis quelquefois des problèmes orthopédiques. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Hérédité récessive autosomique, là, c'est tout à fait différent. En fait, pour être malade, il faut avoir 2 gènes malades. Donc, vous avez par exemple le père, qui est grand A, petit a, mais lui, il va très bien, il est simplement porteur. La maman, elle ne le sait pas, mais elle a la même mutation que le papa. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans la descendance ? Soit un enfant normal, soit un enfant normal mais porteur, là aussi. Et puis, malheureusement, une fois sur 4, l'enfant va hériter des 2 mutations, va être malade. Il y a une grande maladie que beaucoup de gens connaissent qui obéit à ce mode de transmission, c'est la mucoviscidose. Et donc, par exemple, là, on a plutôt des arbres généalogiques avec des enfants atteints de façon horizontale, rien au-dessus, rien en dessous. Il y a un petit peu plus de familles avec des problèmes de consanguinité parce qu'on a plus de risques d'avoir des gènes communs quand on a les mêmes grands-parents, les mêmes arrière-grands-parents, les mêmes ancêtres. Ça se voit par exemple beaucoup dans les îles. Alors la mucoviscidose, c'est l'exemple princeps. En Bretagne, c'est entre 1 sur 2500 et 1 sur 3000 enfants à la naissance, avec, je vous le rappelle, des atteintes respiratoires, digestives, génitales. Il y a à Rennes, par exemple, un centre de prise en charge de ces enfants qui fait qu'on n'a plus du tout cet aspect chétif chez les jeunes enfants qu'on avait autrefois. L'espérance de vie s'est nettement améliorée chez ces patients-là. Hérédité liée à l'X, donc 3e grand mode de transmission, pour vous donner les grandes catégories. Donc là, ce sont des maladies qui sont transmises par les femmes à leurs garçons. Les femmes, en fait, ne sont pas malades. Elles ont un X normal et un X avec la mutation. Mais elles peuvent transmettre la maladie. Elles sont ce qu'on appelle conductrices. Par contre, les garçons, eux, ils n'ont qu'un X. Donc, dès qu'ils ont une mutation sur un X, ils vont être malades. Donc là, on a des arbres généalogiques comme ça, avec souvent pas mal de personnes qui vont bien. Et par contre, quand une personne est malade, ce sont toujours des garçons. Et à chaque fois, ça passe par les femmes. Donc c'est important de repérer ces femmes conductrices, notamment quand elles transmettent des maladies graves. Alors vous voyez que le chromosomique, c'est très riche. C'est pas du féminisme, c'est comme ça. Il est très très dense, le chromosomique. Il y a énormément de gènes, il y en a même bien plus que ça maintenant, avec des maladies assez sévères, mais des fois moins sévères. Donc la myopathie, l'hémophilie, mais d'autres moins graves comme le daltonisme. Et donc la maladie un petit peu emblématique, c'est celle dont on va parler là ces jours-ci au Téléthon, c'est la myopathie de Duchenne. Cette myopathie qui entraîne donc qui fait partie de tout un réseau de protéines. Alors quand on dit la myopathie, c'est complètement faux. La myopathie de Duchenne, c'est une myopathie parmi des centaines de maladies qui ont d'ailleurs toutes des modes de transmission différents et qui sont toutes dues à des protéines différentes qui font partie d'un gros réseau. Vous voyez, en fait, la myopathie de Duchenne, c'est une anomalie de cette protéine-là, la dystrophine, qui est une espèce de ressort qui fait le lien entre différentes protéines du muscle. Et tous les petits ronds que vous voyez, là, les alpha, les bêta, etc., ce sont des protéines différentes avec des myopathies différentes derrière. Donc la myopathie de Duchenne, c'est la plus connue parce qu'elle est grave, elle débute avant 5 ans. Ce sont des petits garçons qui souvent apprennent à marcher et puis petit à petit, ils vont perdre cette marche avec une hypertrophie des mollets, paradoxalement, et ils perdent la marche à l'adolescence. Ils se retrouvent en fauteuil roulant. Et donc,
on reconnaît assez bien ces garçons parce qu'ils ont des gros mollets, contrairement au reste des myopathies où au contraire les membres sont plutôt hypotrophiques. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la pratique clinique. Qui est-ce qu'on va orienter en consultation de génétique? Qui est-ce qu'on voit finalement en consultation de génétique? Alors il faut savoir déjà que je ne sais pas comment vous imaginiez notre travail. Quand on parle de génétique, on imagine le chercheur là derrière son microscope, dans son laboratoire. Bon, ce n'est pas vraiment notre métier avec Caroline. Certes, il y a des activités de laboratoire qui sont très importantes, puisque ce sont les analyses qui vont être faites derrière, mais notre activité de base, c'est la clinique, c'est une activité de consultation, parce que c'est très important en fait de bien orienter ces malades dans le bon réseau et avec le bon diagnostic. Et en fait, on ne va trouver par une prise de sang, par exemple, que ce qu'on cherche finalement. Donc il faut vraiment orienter ces recherches. Et donc nous avons vraiment une activité de diagnostic. Alors de traitement, on va le revoir, pas assez bien sûr, mais ça commence, de conseils génétiques autour du diagnostic prénatal, etc. Donc vraiment un travail clinique qui est très important et vaste, très multidisciplinaire. Donc au passage, je vous donne quand même la composition de notre service. Donc les personnes que vous voyez là, Dr Pasquier, Fradin, Kélin de Murger et nos 2 conseillers en génétique sont assez polyvalents. On voit un petit peu tous les problèmes et on a des gens un petit peu plus hyper spécialisés, on va dire, Caroline et Catherine Dugas qui vraiment s'occupent de la partie oncogénétique, génétique et cancer. Une collègue qui s'occupe plus de chorioïde de Huntington, c'est une maladie dégénérative tardive. Et une autre collègue qui s'occupe plus de ce qu'on appelle les maladies métaboliques. Et donc tout ça, ça se passe à l'hôpital Sud. Nous sommes basés sur l'hôpital Sud. Alors les activités, c'est très très varié. Je ne vais pas détailler, mais c'est beaucoup une activité de consultation externe, contrairement à d'autres spécialités à l'hôpital qui sont beaucoup tournées sur certaines techniques ou qui se passent dans des services. Nous, on est vraiment dans une activité externe et très multidisciplinaire. Nous participons chaque semaine à des dizaines de staff, nous tous. C'est une activité énorme, avec d'autres collègues et d'autres spécialistes. Et nous avons aussi des consultations avancées, c'est-à-dire dans d'autres lieux, comme le centre hospitalier de Saint-Brieuc, certains CAMS, le centre de polyhandicapés Andas, etc. Alors, pour répondre à M. Lobel, certes, nous voyons des enfants, mais nous voyons de plus en plus d'adultes. Pour vous donner une idée, c'est moitié-moitié, en fait. C'est moitié adulte, moitié enfant. C'est aussi simple que ça. L'enseignement, c'est très transversal. Et la recherche, alors, on ne peut pas faire de la recherche sur tous les sujets, mais nos sujets privilégiés à Rennes, ce sont les malformations cérébrales avec l'équipe du professeur David. Nous travaillons beaucoup autour de la recherche sur la déficience intellectuelle, les cancers rares et d'autres collègues sur les surcharges en fer, l'hémochromatose par exemple. Les motifs de consultation, c'est très très varié, je ne peux pas du tout vous les donner tous. Je les ai un petit peu artificiellement séparés en 4. Donc il y a tout ce qui est activité de conseil génétique. Quel est le risque que mon enfant ait ça, puisque moi je suis sourd et que mon père est sourd, mon grand-père est sourd. Dans cette catégorie, il y a tout le domaine de l'oncogénétique, mais ça, Caroline va vous le détailler parce que c'est un domaine qui explose vraiment. Il y a une deuxième catégorie, alors c'est un terme un peu bizarre, la dysmorphologie. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est une activité de diagnostic chez des patients qui ont une dysmorphie, c'est-à-dire une apparence un petit peu particulière, des malformations, un retard. C'est ce pourquoi nous avons un label maladie rare à Rennes. Tout ce qui est médecine fétale, donc ça a été un petit peu introduit par Monsieur Lobel, et puis nous suivons certaines pathologies rares. Donc les motifs, comme vous pouvez l'imaginer, sont de plus en plus variés. C'est vraiment quasiment toute la médecine. Bien sûr, traditionnellement, il y a les anomalies chromosomiques, etc. Mais d'une consultation à l'autre, sur une matinée, on va passer d'un problème de mucoviscidose, myopathie, surdité, déficience intellectuelle. Enfin,
Voilà, des fausses couches à répétition, infertilité, cancer à répétition, etc. Et donc, toute cette activité de génétique, elle a quelques spécificités. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est important. Ça concerne l'individu, mais ça concerne aussi toute sa famille. On fait aussi du diagnostic, pas seulement diagnostic d'une personne malade, mais on peut être amené à rentrer dans une démarche de diagnostic prédictif ou présymptomatique, c'est-à-dire avant que la personne soit malade. Et puis, il y a un cadre légal qui est très très fort. Hein. Toute notre activité, en fait, est encadrée par la loi de bioéthique qui date de 2004 et qui est révisée régulièrement, parce que vous imaginez bien que c'est quand même un domaine assez sensible. Donc, les spécificités, c'est une consultation donc, médicale adaptée avant de prescrire un test génétique. C'est bien respecter la protection des patients. En France, nous n'avons pas, le patient n'a pas à déclarer à son assurance, hein, c'est très important, qu'il a fait un test génétique ou qu'il a fait par exemple un test présymptomatique. Ce n'est pas vrai aux États-Unis. Il y a donc tout ce domaine du diagnostic prédictif et il est important aussi de savoir que c'est interdit chez un enfant mineur asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes, s'il n'y a pas de bénéfice direct. Tout ça, c'est très encadré. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, chez un petit enfant de 7 ou 8 ans, d'aller lui chercher la chorée de Huntington qui va arriver à 60 ans. Et puis, il y a une agence, hein, l'agence de la biomédecine, qui réglemente tout ça et qui régulièrement contrôle l'activité. Donc, voilà. Et toute prescription dans notre domaine est soumise aussi à un consentement. C'est-à-dire que la personne, avant de faire une prise de sang, ce n'est pas comme une numération formule sanguine, hein, par exemple. Il faut qu'on recueille son consentement écrit, signé, et c'est obligatoire. Donc la petite nouveauté des dernières révisions, hein, c'est important, c'est que maintenant il y a un devoir aussi de la part du patient, hein, du malade, d'informer sa parentèle, c'est-à-dire sa famille. La personne, dans la loi, hein, dans ce décret, est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés. Et donc, si elle ne souhaite pas le faire elle-même, en fait, elle peut donner les coordonnées au médecin, hein, surtout dès lors qu'il y a des mesures de prévention ou de soins qui peuvent être proposées. Donc, c'est un peu nouveau, ça. C'est-à-dire que le patient se retrouve finalement en situation de responsabilité. Alors, nous aussi, nous avons nos responsabilités. Hein, nous devons signer une attestation de consultation et que nous avons donné l'information. Donc, j'insiste un petit peu sur tout ça parce que dans notre domaine, c'est vraiment très lourd, hein, tout cet aspect-là. Il y a des restrictions aussi. On ne fait pas de tests sans information et consentement de la personne, sans utilité médicale. Ce n'est pas la peine d'aller faire un test génétique non plus s'il n'y a pas un suivi médical individualisé derrière. On ne fait pas un test pour un test. Et on ne fait pas de diagnostic présymptomatique sans consultation de génétique préalable. Donc voilà ce qu'on fait signer à nos patients à la fin de la consultation quand on décide de faire une prise de sang. Hein. Donc j'ai entouré en rouge, là il signe qu'il est d'accord pour faire le prélèvement, la maladie, et puis après il peut cocher je souhaite être informé du résultat. Il y en a qui ne souhaitent pas être informés du résultat, qui font ça quelquefois pour aider un membre de la famille. Voilà. Je souhaite que mon prélèvement soit stocké pour la recherche, par exemple. Et puis nous remplissons aussi une attestation de remise d'une information après diagnostic d'une anomalie génétique. Alors Caroline va vous exposer un peu plus en détail un domaine très important de la génétique et qui a explosé complètement ces dernières années, c'est l'oncogénétique. Donc je te repasse la parole. Alors effectivement, puisque comme le thème de cette conférence c'était « Et si c'était génétique ?» en matière de cancer, la question à poser, en fait, je pense que vous vous posez tous, c'est plutôt « Et si c'était héréditaire ?» Parce que je vais vous expliquer qu'un cancer, c'est de toute façon une maladie génétique, dans le sens où c'est lié à une cellule qui se met à accumuler des anomalies dans ses gènes. C'est comme ça que la cellule, elle devient cancéreuse. Mais heureusement, c'est rarement héréditaire. Le cancer est rarement héréditaire, donc je vais vous expliquer tout ça. Mais effectivement, génétique n'est pas systématiquement égale à héréditaire. Donc si on reprend notre petit schéma de tout à l'heure,
Donc, je vous rappelle, nos trilliards de cellules, leur boulot au quotidien et au moment où on parle, même vous assis dans l'amphithéâtre, nos cellules, leur boulot, c'est de se renouveler, de se diviser. C'est ce qui fait que les cheveux poussent, que la peau desquame, etc. Et donc, nos cellules se renouvellent en permanence. Et surtout, l'enjeu, c'est de recopier strictement à l'identique le patrimoine génétique qui est contenu au sein de chacune des cellules, sans faire d'erreur. Et bien sûr, comme on a beaucoup de cellules, comme on a à peu près 20 000 gènes, ces erreurs, elles arrivent. C'est inéluctable, c'est obligatoire. Mais on est plutôt bien fait parce qu'en fait, on a des systèmes de réparation qui sont là pour réparer tout ça. Donc ça, c'était, je trouvais, une jolie image pour vous montrer des cellules en division. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, l'organisme possède en fait des systèmes de contrôle, si vous voulez, qui permettent, donc je ne vais pas vous expliquer en détail, mais on a des gènes qui sont là pour contrôler, freiner, accélérer la prolifération des cellules. On a des gènes qui sont là pour réparer les erreurs qui arrivent et normalement, du coup, tout se passe bien. Simplement, effectivement, le cancer, c'est une maladie génétique parce qu'une cellule est normale au départ, elle devient tumorale parce qu'elle se met à accumuler des anomalies dans ses gènes et cette cellule tumorale va se mettre à proliférer de façon anarchique. C'est un petit peu ce qui est représenté ici de façon très schématique. Ici, vous avez la cellule normale, le tissu normal. Au bout, ici, le cancer qui commence déjà bien à proliférer. Et puis, vous voyez ici l'accumulation des anomalies dans les gènes, de mutations dans les gènes. Et donc effectivement, ces cellules tumorales qui ont accumulé ces anomalies génétiques, elles échappent au système de régulation de l'organisme et elles se permettent du coup d'envahir et de détruire les cellules qui les entourent et elles peuvent potentiellement, par le biais de la circulation sanguine, se mettre ailleurs. C'est ce qu'on appelle les métastases et elles peuvent envahir comme ça d'autres organes à distance. Donc je vous ai fait quelque chose qui n'est pas à prendre pour argent comptant, mais c'est difficile d'expliquer sans banaliser complètement non plus. Mais c'est important que je vous explique cela pour que vous compreniez la part du cancer qui peut être héréditaire justement du cancer qui ne l'est pas. Donc en gros, comme vous l'a dit Madame Audan, là c'est une cellule qui est représentée normale, avec ici 2 copies d'un gène particulier. Et vous savez donc tout est en 2 copies, les chromosomes, les gènes c'est en 2 copies. C'est simple à comprendre parce que la moitié vient de notre père et l'autre moitié vient de notre mère. Donc on se retrouve avec tout en double. C'est pour ça qu'il y a 2 exemplaires. Et finalement, donc, cette cellule normale, elle devient tumorale parce qu'elle se met à accumuler des anomalies dans ses gènes. Donc ici, représentée en rouge, l'anomalie du gène, la mutation, une première anomalie, et puis ensuite une deuxième. Cette cellule-là, ça y est, elle est devenue tumorale. Elle va proliférer, elle a échappé au système de régulation de l'organisme, et cette cellule proliférant va devenir la tumeur. En fait, ce système-là, ce mécanisme-là, c'est ce qui explique globalement, retenez comme ça, l'immense majorité de la survenue des cancers, ça se passe comme ça. Ça se passe parce qu'au départ, on a une cellule normale, et puis finalement, on a une première mutation qui arrive, puis une deuxième, ça passe les systèmes de régulation, sous l'effet de l'âge aussi, ce qui explique que globalement, on va dire que le cancer est plutôt une maladie du sujet âgé, parce qu'il faut le temps aussi que ces anomalies s'accumulent. Et en fait, parfois, et heureusement rarement, il y a des personnes qui sont porteurs à l'état constitutionnel, c'est-à-dire dans toutes les cellules de leur organisme, d'une première mutation dans un gène qui peut être héritée, qui l'est souvent d'ailleurs, d'un parent. Et donc on comprend bien que cette personne qui est déjà comme ça, à cet état-là, dans toutes les cellules de son organisme, est finalement plus prédisposée, présente une certaine fragilité à devenir plus rapidement dans cet état-là. Et c'est ça qu'on appelle la prédisposition héréditaire au cancer. Voilà. Et effectivement, ces gènes de prédisposition au cancer, on comprend que pour l'immense majorité d'entre eux, ce sont des gènes qui jouent un rôle dans justement ces systèmes de régulation, de réparation. Et donc effectivement, si ça fonctionne moins bien, on comprend qu'on arrive, entre guillemets, plus rapidement au cancer, d'où cette fragilité, cette prédisposition à développer un cancer. Donc dans prédisposition héréditaire au cancer, le terme qui est important, c'est prédisposition. C'est-à-dire que le gène, il ne donne pas le cancer. Le gène, il donne une augmentation du risque de cancer, bien sûr toujours comparativement au risque en population générale. D'accord ? Il n'y a pas de risque zéro, malheureusement. Mais heureusement aussi, prédisposition, ça ne veut pas dire que l'augmentation de risque, elle est de 100%.
hein. C'est bien pour ça qu'on dit que le gène, il ne donne pas le cancer. Et puis bien sûr, héréditaire, c'est important puisque tout de suite on pense à la famille, et c'est-à-dire qu'il y a la mutation du gène qui peut être transmissible, et donc on est d'accord, hein, c'est bien la mutation du gène qui peut se transmettre, et ce n'est pas le cancer qui se transmet, hein, puisque la mutation du gène est associée à un risque de cancer qui n'est pas de 100%. D'accord ? Et donc voilà, là je me suis amusée parce que si en termes d'oncogénétique, il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est cette diapositive-là. C'est-à-dire que vous voyez, quand je vous disais, heureusement, ce n'est pas toujours lié à une prédisposition héréditaire, c'est que globalement, ce que je dis là est plus ou moins vrai selon les types de tumeurs, mais on va dire que tout cancer confondu, 5 à 10% de l'ensemble des cancers vont être liés à une prédisposition héréditaire, ce qui signifie que 90 à 95% ne le sont pas. Et c'est ce qu'on appelle le cancer sporadique, lié au risque de monsieur, madame, tout le monde, de la population générale. Ici, un petit schéma d'un petit enfant qui m'a expliqué que ça pouvait toucher aussi bien les enfants que les adultes. Ce chiffre de 5 et 95% est vrai pour les prédispositions héréditaires au cancer pédiatrique et de l'adulte. Voilà, donc on se retrouve avec des arbres généalogiques dont je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc voilà, souvent, hein, le cancer n'est pas héréditaire mais sporadique. Donc c'est lié à quoi le cancer qui n'est pas lié à une prédisposition héréditaire ? Eh bien globalement, on ne sait pas toujours et on ne sait même pas grand-chose aujourd'hui, si ce n'est que c'est multifactoriel. Ça veut dire que c'est lié à la combinaison de plusieurs facteurs. Et l'environnement joue probablement un rôle très très important. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas en fait vraiment. Parce que quand il faut mettre en évidence de façon causale l'association de plusieurs facteurs, c'est beaucoup plus difficile qu'un facteur unique isolé. Donc en dehors bien sûr d'expositions professionnelles à certains toxiques particuliers comme l'amiante, ou certaines poussières de bois, ou etc. Bien sûr, le tabac, on sait que probablement l'alimentation joue un rôle, les rayons jouent un rôle, c'est ce que j'ai dit, donc certains pesticides, l'amiante, il y a certains virus qui sont responsables de la survenue de cancer, et puis d'autres, et dans autres, on peut mettre le stress, on peut mettre plein de choses. Mais effectivement, c'est la combinaison de tout ça qui rend compte, malheureusement, de la fréquence du cancer dans nos pays occidentalisés. Donc, moi, je vais vous parler un tout petit peu plus donc, des prédispositions héréditaires. Quand est-ce qu'il faut suspecter une prédisposition héréditaire si, heureusement, ça ne touche que maximum 5 à 10% de l'ensemble des cas de cancer? Bien sûr, avec ce que je vous ai expliqué, mes petites cellules, un âge jeune au diagnostic. C'est-à-dire que plus un cancer arrive tôt, plus effectivement on se dit il y a quelque chose qui a dû favoriser la survenue de ce cancer. Et ce quelque chose, ce serait peut-être un facteur génétique de prédisposition. Alors je vous dis tout cancer confondu, c'est plus ou moins vrai, hein. Il y a certains cancers qui sont, on peut dire, jamais héréditaires. Il y a certains cancers qui touchent les enfants, qui parfois le sont presque toujours. Il y a certains cancers de l'adulte qui le sont assez souvent. Ça dépend du type tumoral, donc selon le type tumoral. Un cancer qui touche un organe qui est double, comme le sein, le rein, un cancer du sein bilatéral, un cancer du rein bilatéral, ou une atteinte multiple sur un même organe, ça peut pouvoir faire évoquer potentiellement une prédisposition. Et puis bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de génétique pour se dire que s'il y a des antécédents dans sa famille de cancer, il faut peut-être se dire, est-ce qu'il n'y a pas une prédisposition ? Et puis, pour terminer, il y a effectivement de rares maladies génétiques que nous, on connaît, ce qu'on appelle des syndromes de prédisposition, qui peuvent donner des petits signes complètement bénins et qui parfois peuvent être associés à des risques de cancer. Et le but, notamment en consultation, c'est parfois de pouvoir diagnostiquer ces maladies au stade où il n'y a pas encore de cancer et où on est sur ces petits signes bénins pour pouvoir surveiller les gens. Alors, à quoi ça sert de suspecter des contextes de prédisposition héréditaire au cancer ? C'est pour nous repérer les familles à risque, ce qui veut dire aussi rassurer celles qui ne le sont pas. Et puis, dans ces familles, repérer les individus à surveiller, rassurer ceux qu'on n'a pas besoin de surveiller. Le but, c'est d'adapter le dépistage au risque. On dit toujours en consultation, il n'y a pas besoin d'être plus suivi si on n'a pas plus de risques. Et à l'inverse, ça ne sert à rien de faire l'autruche si on sait qu'il y a un risque et qu'il y a des moyens aujourd'hui de dépister ce risque. Parfois, on peut mettre en place une prévention. Donc la prévention, c'est ce qui va permettre d'influer sur le risque en le diminuant. Malheureusement, aujourd'hui, l'immense majorité des préventions possibles sont basées sur la chirurgie. Si on enlève l'organe à risque, bien sûr, on diminue le risque.
Et puis bien sûr, coordonner le suivi des familles parce qu'il y a certaines prédispositions héréditaires à différents types de tumeurs et on travaille énormément en étroite collaboration avec du coup différents spécialistes d'organes. Et puis je ne vais pas m'étendre sur ce nouveau champ qui fait que effectivement l'oncogénétique ça explose aujourd'hui, c'est que le fait de mettre en évidence ces marques génétiques, ces prédispositions génétiques et ces marques génétiques sur les tumeurs, c'est un petit peu l'avenir pour essayer de trouver de nouveaux traitements contre le cancer et c'est ce qu'on appelle le domaine des thérapies ciblées. Alors, comment on fait pour diagnostiquer ces prédispositions héréditaires quand elles sont fortement suspectées en consultation, en fonction de l'arbre généalogique, des âges au diagnostic, des types tumoraux, tout ce que je vous ai dit au départ. Bien sûr, à qui on propose un test génétique? Bien sûr, donc pas à tout le monde, et c'est évident, c'est scientifique, mais on propose le test chez la personne chez qui la probabilité d'identifier une prédisposition, si elle existe dans la famille, est la plus élevée. Ça peut paraître simple, mais parfois, on voit souvent des gens qui vont bien en consultation et qui nous disent « moi, je voudrais un test génétique ». Et en fait, nous, on dit c'est plutôt votre maman qu'il faudrait qu'on teste, puisque c'est votre maman qui a eu un problème de cancer du sein, par exemple. Et puis vous allez bien, mais s'il y a une prédisposition, c'est d'abord chez votre maman qu'il faut la rechercher. Peut-être que vous allez bien parce que vous n'avez pas hérité d'une prédisposition qui existe dans la famille. Donc comment on fait en pratique Madame Audin vous a bien expliqué qu'on ne fait pas de test génétique sans l'accord des patients. Et consentement éclairé, on dit toujours, ça ne veut pas dire qu'il y a juste une lumière au-dessus du bureau de consultation, mais on explique bien aux gens... Mais on explique bien aux gens parce que vous avez vu en tout petit, mais le consentement est quand même très lourd, très long. C'est effectivement lié à nos aussi obligations médico-légales, mais on prend le temps quand même d'expliquer les enjeux. Et puis en pratique, c'est une prise de sang, un petit prélèvement de cellules à l'intérieur de la muqueuse de la joue. Ça ne fait pas du tout mal, ça chatouille plus qu'autre chose. Et puis, ça peut... Alors, c'est ça une des limites de l'étude génétique, même si les technologies, elles évoluent beaucoup. Il y a certains gènes qui prennent encore beaucoup de temps à être étudiés, parfois de l'ordre de plus de 1 an. Et puis, aujourd'hui, on peut dire que, globalement, une étude de certains gènes de prédisposition, c'est plutôt de l'ordre de quelques mois, on va dire 3 à 6 mois. Voilà, alors une fois qu'on a trouvé cette fameuse mutation constitutionnelle, le but, il est le dépistage génétique étendu à la famille. D'accord ? Donc c'est les apparenter, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, rassurer ceux qui ne sont pas porteurs et adapter le suivi au risque de ceux qui sont porteurs, soit le dépistage, soit la prévention, selon le type de prédisposition. Et donc ça, c'était juste pour vous rappeler ce que vous a dit Madame Audin tout à l'heure, mais l'immense majorité des prédispositions héréditaires au cancer se transmettent sur un mode autosomique dominant. Ça veut dire qu'il suffit d'un gène, alors pour être malade, mais en fait, on va dire pour être porteur de la prédisposition génétique, puisqu'encore une fois, comme le risque n'est pas de 100%, on peut être porteur d'une prédisposition génétique, vivre jusqu'à 90 ans et ne pas avoir eu de cancer, mais transmettre cette prédisposition génétique à sa descendance. Donc c'est très important. Donc, puisque quand on est parent, on transmet chacun la moitié de ses gènes au hasard, je vous le fais rapidement, mais effectivement le risque, c'est 2 risques sur 4 de transmettre cette prédisposition génétique, ou 1 risque sur 2, donc 2 transmissions, 1 risque sur 2 de ne pas transmettre cette prédisposition génétique à la descendance. Et autosomique, dans notre jargon, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de risque ou moins de risque si on est un homme ou une femme. Et donc ça s'explique par ce type d'arbre généalogique, où vous voyez qu'ici, Thierry n'a pas reçu, en fait, il a reçu cette copie ici de son père, une copie normale de sa mère, et quelqu'un qui n'a pas reçu une prédisposition génétique qui existe dans sa famille ne peut pas transmettre quelque chose qu'il n'a pas reçu, puisque, ayant 2 copies normales, il ne peut transmettre que des copies normales à ses enfants, sous réserve ici que son épouse n'ait pas de problème particulier dans sa famille et soit également porteuse de 2 copies normales de ce gène. Alors qu'ici, ça a été transmis à Marianne, qui du coup a 1 risque sur 2 de le retransmettre à ses enfants. Et même si ici ce sont des jumeaux, on voit bien que ce sont des faux jumeaux, 1 risque sur 2, le garçon qui en a hérité et la fille qui n'en a pas hérité. Je redonne la parole à Sylvie. Bon, donc moi je vais vous parler de dysmorphologie, c'est un peu une de nos grandes spécialités aussi, la ERN, parce que
Nous avons un centre de référence qui concerne les anomalies du développement et syndromes malformatifs. Donc, il est coordonné à Rennes, mais en fait, nous associons les 6 CHU de l'Ouest, hein, donc Brest, Angers, Nantes, Tours, Poitiers et le centre hospitalier de Vannes, hein, dans cette activité. Donc nous avons eu un label, hein, du ministère comme centre de référence maladies rares. Et donc ça concerne tous ces malades qui ont une dysmorphie, des malformations, une déficience intellectuelle. Et donc, comme quoi on ne s'était pas concerté avant, mais pour répondre encore à Monsieur Lobel, même ces maladies-là, en fait, concernent vraiment depuis le fœtus, hein, l'anténatal, jusqu'à l'adulte, hein, puisqu'on voit de plus en plus d'adultes, par exemple, déficients intellectuels, amenés par leurs frères, leurs sœurs, des personnes qui sont quelquefois dans des centres, hein, depuis des années. Et ces frères et ces sœurs, par exemple, veulent savoir quel est le risque qu'ils aient eux-mêmes un enfant atteint de la même maladie ou quelle est la meilleure prise en charge pour cette personne. Alors à quoi ça sert tout ça? Bon, déjà, essayer de mieux appréhender la cause, hein, parce que vous imaginez bien que l'étiologie de toutes ces maladies, elle est variée. Il y a plus de 3000 maladies du développement, plus de 50% sans diagnostic. Hein, donc nous, on est vraiment les spécialistes des maladies sans nom. Hein. Et donc l'objectif, c'est d'aider les patients et leurs familles qui souffrent de ces anomalies du développement pour le diagnostic, mais aussi préciser derrière le pronostic, hein, parce que tant que vous n'avez pas un nom, c'est un peu difficile. Mieux coordonner la prise en charge, notamment médico-sociale, qui est souvent oubliée. Le conseil génétique, hein, il y a une grosse demande pour ces anomalies. Le diagnostic prénatal. Si vous le souhaitez, je pourrais, dans la discussion, vous parler un petit peu du diagnostic préimplantatoire. La recherche, bien sûr, c'est important de participer à la recherche. Et puis, quelque chose de très important aussi que m'ont raconté plusieurs malades, hein, c'est que tant que la maladie n'a pas de nom, eh bien, vous ne pouvez pas rejoindre, par exemple, une association de malades. C'est aussi bête que ça, mais les associations, c'est toujours l'association du syndrome, de trucs. Et tant que vous n'avez pas mis un nom sur votre maladie, c'est un peu difficile. Donc, pour se sentir moins isolé, c'est important aussi. Alors voilà, dans le Grand Ouest, là, notre centre de référence, avec le coordinateur de chaque ville, et puis nos 2 collègues avec qui on travaille beaucoup, Hubert Journel à Vannes et Dominique Martin-Coignat au Mans. On se fait des visioconférences tous les mois, hein, où on discute de nos cas difficiles, où on discute de nos projets de recherche, etc. C'est vraiment un travail en réseau. Et ça s'intègre dans un réseau national, en fait, puisque vous voyez quand même que le nôtre est le plus gros, hein, on peut le dire, dans le Grand Ouest, mais il y a un petit peu l'équivalent à l'Est, hein, donc à Paris, dans le Nord, 2 dans le Sud et 1 à Bordeaux. Et donc si ça vous intéresse, il y a un site internet qui s'appelle le site de la FECLAD, c'est la Fédération des centres labellisés pour les anomalies du développement, où on explique un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis surtout, c'est très pratico-pratique. Vous cliquez sur chaque région et vous trouvez les consultations, les personnes qu'il faut contacter, etc. Alors, je vous ai parlé, Caroline vous a beaucoup parlé de conseil génétique dans le domaine du cancer. Je vous ai parlé de la dysmorphologie. Un tout petit mot quand même de médecine fœtale, parce que c'est un champ qui nous occupe beaucoup aussi. Je préfère médecine fœtale que diagnostic prénatal. Donc le rôle du généticien dans ce diagnostic prénatal, il est un petit peu à tous les stades, en amont de la grossesse, en début de grossesse, à chaud, après une interruption de grossesse. Hein, je vais aller vite parce que vous devez commencer à être fatigué, mais par exemple, avant d'envisager, comme nous le demandent quand même beaucoup de parents, un diagnostic prénatal lorsqu'ils ont eu un premier enfant atteint de mucoviscidose, par exemple cette petite fille-là, il faut d'abord avoir identifié les mutations dont elle est porteuse, parce que les patients n'ont pas toujours les mêmes mutations. Il y a des maladies où c'est même une mutation par famille. Hein. Donc il faut déjà avoir fait ce travail-là, vérifier que chaque parent est bien effectivement hétérozygote, un porteur en un exemplaire de la mutation. Et ce n'est que dans ces conditions-là que la grossesse d'après, on va pouvoir proposer un examen à 12 semaines d'aménorrhée. 12 semaines d'aménorrhée, ça veut dire 12 semaines depuis la date des dernières règles, hein, pour voir si le bébé a ou pas cette maladie. Bon, il y a certains parents à qui la possibilité de faire ça a donné le courage d'envisager une autre grossesse. Il y en a qui n'envisageraient pas une autre grossesse. Et par exemple, dans cette famille, ils ont pu après avoir un enfant tout à fait normal.
Bon, en début de grossesse, on travaille beaucoup aussi avec les obstétriciens, les échographistes, quand on trouve des fois très précocement, hein, par exemple un hygroma kystique, une poche au niveau du cou qui peut nous amener à diagnostiquer des maladies chromosomiques, etc. Bon, je passe vite sur tout ça, mais juste pour vous dire que c'est un peu à tous les stades de la grossesse. Et le moment le plus important peut-être, c'est à distance, hein, chez des couples qui ont choisi de faire une interruption médicale de grossesse ou qui ont eu un enfant avec un problème, hein, par exemple un enfant polymalformé qui est décédé. Eh bien, c'est reprendre avec eux 2 mois après, souvent, les résultats de l'examen, de l'autopsie du bébé, hein, la description, le diagnostic, parce que c'est là qu'ils vont être capables d'entendre aussi les choses, de commenter les résultats du karyotype, même dans le cas d'une trisomie 21, ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple que ça. Est-ce que j'ai des risques pour un prochain bébé? Qu'est-ce qu'on peut me proposer? Est-ce qu'il y a quels examens? On précise le risque de récidive. On peut aussi être amené à envisager des mesures préventives, hein. Par exemple, M. Lobel parlait tout à l'heure de spina bifida. Bon, on sait qu'à l'échelle d'une population, quand les femmes sont supplémentées en acide folique, par exemple, en préconceptionnel et les premiers mois de la grossesse, ça diminue, hein, le risque d'avoir un enfant avec un spina bifida. Le spina bifida, c'est une ouverture, hein, de la colonne vertébrale qui laisse une hernie de la moelle, en fait, hein, se faire. Et donc, c'est une maladie qui est handicapante, qui donne des troubles sphinctériens, etc. Et puis, on peut être amené, alors ça, c'est pas de la génétique, hein, mais les gens n'arrivent pas avec une affiche « Bonjour, j'ai un problème qui s'appelle telle maladie ». Hein. Quelquefois, quand déficit intellectuel, malformation à répétition, vous dépistez un problème d'alcool chez la maman. Hein. Ce n'est pas de la génétique, mais il faut savoir les repérer. Ça fait partie de notre boulot, ça aussi, de repérer ces anomalies du développement et d'essayer de prévenir la suite. Et puis, bien sûr, organiser la prochaine grossesse, mettre en place une prise en charge psychologique avec le centre de diagnostic prénatal qui est très importante aussi. Donc, en dehors des signes d'appel échographiques, là, c'est de l'urgence. Hein, le conseil génétique, il se fait si possible avant la conception pour vraiment préparer la grossesse. Et puis, s'il y a eu une interruption médicale de grossesse 2 mois après. Et donc, au passage, je vous rappelle que toute cette activité de diagnostic prénatal, hein, de médecine fœtale, elle se fait au sein de centres de diagnostic prénatal, des centres pluridisciplinaires dans lesquels on travaille, alors avec tout un réseau, là aussi, hein, bien sûr, avec les obstétriciens, les échographistes, les pédiatres, les sages-femmes, les néonatologistes, les laboratoires, etc. Alors la dernière partie, si vous vous rappelez un petit peu de mon plan, hein, c'est qu'on est amené aussi à suivre certaines maladies rares. On sert un peu de coordinateur de réseau, hein, notamment des maladies qu'on appelle métaboliques. Et là, il y a d'autres professionnels très importants, comme la diététicienne, par exemple, pour des maladies à régime. Hein. Alors la phénylcétonurie, vous connaissez tous ça un petit peu indirectement, c'est une des maladies qu'on recherche sur le buvard, vous savez, qu'on fait au 4e jour de vie, au 3e, 4e, 5e jour de vie, chez tous les bébés, hein, le petit prélèvement au talon. Donc il y a plusieurs maladies, mais il y a entre autres cette phénylcétonurie qui est important à dépister parce que si vous mettez un régime pauvre en protéines, en phénylalanine, l'enfant sera normal, alors que si vous ne le traitez pas, il sera encéphalopathe profond. Donc ça vaut le coup. Et donc, on suit aussi certaines maladies chromosomiques rares, au moins, en tout cas au début, pour être sûr que tout est bien mis en place. Hein. On sert vraiment de circuit de prise en charge. Hein. Et par exemple, à Rennes aussi, on coordonne la prise en charge d'une maladie génétique, une maladie dominante, le syndrome de Marfan. Bon, je l'ai pris comme exemple, entre autres, parce qu'on a une grosse activité. Ce sont des malades qui sont en général très longs, très fins, qui ont souvent des problèmes de déformation du thorax, de scoliose, et des longs doigts, des pieds également fins et longs. Et en fait, ce qui fait la gravité de la maladie, eh bien, c'est pas tellement les anomalies du squelette, c'est plus des anomalies ophtalmologiques, mais surtout du cœur et des vaisseaux. Là, je vais vous montrer. Et c'est important de les diagnostiquer et de les dépister, puisque, par exemple, dans cette maladie, il peut y avoir une dilatation de l'aorte et au maximum donc une dissection de l'aorte, ce qui peut être évidemment mortel, hein, si on n'a pas dépisté de façon orientée ces anomalies cardiaques dans cette maladie. Donc c'est important de connaître ces maladies
et l'évolution et le pronostic et la transmission pour savoir qui est à risque dans la famille. C'est exactement la même démarche que dans le cancer, finalement. Et donc, dans cette maladie, il y a une hyperlaxité d'un petit peu tous les tissus, et notamment du cristallin, la petite bille qui est au milieu de l'œil, là, qui sert de loupe. Et donc, les ligaments qui le tiennent peuvent se casser, se rompre, et donc ça va donner une luxation du cristallin, une ectopie du cristallin. Si on ne recherche pas ça, si on n'est pas au courant, on va passer à côté et la personne va éventuellement perdre la vue à cause de ça. Donc ça, c'est l'équipe, parce que c'est quand même important de vous montrer qu'on ne travaille pas tout seul. Et que, donc, par exemple, pour notre centre maladies rares, il y a tout un tas de professionnels, là, mes collègues médecins, mais aussi un rôle fondamental de tous les autres, l'infirmière puéricultrice, la cadre de santé, la diététicienne, les psychologues, conseillers en génétique, les secrétaires aussi, très, très, très importantes, les secrétaires, l'assistante sociale, enfin, tout le monde est important, en fait. Si vous enlevez un maillon de la chaîne, ça s'écroule, en fait. Donc, les réseaux, pour finir. Donc, les centres de génétique médicale en Bretagne, il y en a en fait dans les 2 CHU, Rennes, Brest, maintenant, et donc à Vannes, notre collègue de Vannes. On fait des consultations avancées dans des centres hospitaliers généraux, comme à Saint-Brieuc, Lorient, Quimper. On travaille beaucoup, de plus en plus avec les associations de patients. Il y en a plus de 1000. La plus grosse fédération d'associations de patients, c'est l'Alliance Maladies Rares, qui regroupe plein d'associations. Je ne sais pas si vous connaissez Orphanet, mais si vous ne connaissez pas, il faut connaître. C'est vraiment la base de données en ligne gratuite qui est vraiment super pour savoir tout d'une maladie rare. Et puis il y a un peu l'équivalent pour ceux qui sont réfractaires à l'ordinateur. Il y a l'équivalent en ligne, en fait, au téléphone, Maladies Rares Info Service. Donc voilà Orphanet, le portail d'Orphanet, le portail des maladies rares. Vous allez sur Google, Orphanet, et après, vous cliquez sur la maladie que vous cherchez, sur le laboratoire qui travaille sur telle maladie, les consultations spécialisées. Nous, on s'en sert beaucoup aussi pour voir l'adresse d'un labo, pour tout un tas de choses. Et donc ça, c'est l'équivalent au téléphone. On pourrait parler toute une journée de génétique, donc on va s'arrêter là, et puis maintenant, on va répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention.